Bonjour à tous. Donc, si vous êtes entrepreneur ou investisseur dans la climate tech ou que vous voulez tout simplement en savoir plus sur les dernières technologies émergentes dans ce secteur, vous êtes au bon endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à ce sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez une idée de ce que veulent dire ces chiffres? Des idées au premier rang? Je vais vous aider un petit peu. 18,7 milliards de dollars, c'est le montant total qui a été levé par les startups climate tech en Europe, Moyen-Orient et Afrique en 2023. C'est un montant considérable. D'ailleurs, l'industrie climate tech a moins diminué que les autres industries en termes de levée de fonds. Et c'est la première fois qu'on dépasse aussi les États-Unis en termes de montant global levé dans ce secteur. Ce qui fait en fait de climate tech la première verticale en termes de levée de fonds en 2023 pour cette même région. D'ailleurs, les startups climate tech ont attiré 22% des investissements totaux dans les startups en Europe, Moyen-Orient et Afrique sur cette même période. Je voulais vous dire également que les pouvoirs publics avaient un impact considérable dans l'écosystème climate tech. Ils jouent un rôle important. Donc, vous avez peut-être entendu parler du Green Deal ou du Pacte vert de l'Union européenne qui supporte la transition vers la neutralité carbone en boostant la compétitivité de l'industrie net zéro carbone en Europe. Vous avez également peut-être entendu parler de la CSRD, ou la directive pour les entreprises en termes de développement durable qui a été votée en début d'année dernière et qui a pour but de faire un reporting extra-financier uniformisé à l'échelle de l'Europe. En fait, la CSRD, c'est un petit peu la RGPD côté développement durable. C'est quand même 1200 points de mesure sur 12 domaines différents. Et ça touche une très large audience, puisqu'on parle déjà de 8000 entreprises françaises qui sont concernées depuis janvier 2024, 75 000 en Europe, et ça va faire qu'augmenter dans les années futures. Donc ces deux exemples de directives, parmi d'autres, sont des opportunités pour les startups climate tech qui souhaitent se lancer dans l'écosystème européen. Vous devez vous demander quels sont les principaux obstacles que rencontre un entrepreneur dans la climate tech. Et pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, je rencontrais une entrepreneuse experte dans la biodiversité. Elle me parlait de sa mission et du potentiel colossal qu'il y avait derrière, mais elle m'a parlé aussi des obstacles qu'elle a rencontrés tout au long de son parcours entrepreneurial. Et le premier sujet qui revenait et qui revient encore quand on discute avec des clients, c'est la partie financement. Donc avant de pouvoir démontrer l'attraction auprès d'investisseurs, vous devez financer un pilote, un MVP. Le deuxième sujet est un sujet de compétences. Donc cette entrepreneuse dont je vous parle est une experte incontestée dans le domaine de la biodiversité, mais ni elle ni son associé ont les compétences clés pour rendre leurs produits compétitifs sur le marché. Le troisième obstacle est celui de la donnée. La plupart des solutions de développement durable sont basées sur la donnée. Notre entrepreneuse, d'ailleurs, va mesurer un certain nombre d'indices, mais cherche à enrichir ses modèles avec de la donnée externe. Et enfin, notre entrepreneuse a des difficultés à vendre aussi vite qu'elle ne souhaiterait. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette entrepreneuse dans la biodiversité, on l'a accompagnée sur ces différents points. Et je vais vous expliquer comment pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, en bénéficier via différents programmes. Donc sur la partie financement, on a un certain nombre de programmes que vous pouvez débloquer, dont le programme Activate, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un programme dédié aux startups early stage qui se lance sur AWS, et vous pouvez obtenir notamment jusqu'à 100 000 $ de crédit cloud. Le deuxième point que je souhaitais souligner également, c'est qu'Amazon a lancé un fonds d'investissement, le Climate Pledge Fund, qui est doté de 2 milliards de dollars et qui investit dans des startups climate tech qui répondent à un besoin spécifique des différentes business units d'Amazon en termes de développement durable. Sur le pilier accompagnement technique et verticalisé, vous avez accès à des solution architectes spécialisés en climate tech qui accompagnent uniquement des clients dans ce secteur et à un certain nombre de programmes et accélérateurs qui proposent aussi du financement, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi toute la partie mentorat. Je vais en souligner deux qui sont pour moi très intéressants pour vous aujourd'hui.
Le premier, c'est le Amazon Sustainability Accelerator. C'est un programme qu'on a co-lancé avec un des hubs européens leaders dans l'innovation climate en Europe. Et donc les startups ont accès à des bourses, ont accès à du mentorat et peuvent aussi gagner un pilote avec Amazon qui peut être valorisé et leur faire gagner jusqu'à 2 millions de dollars. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous référer. Les candidatures finissent le 5 avril, donc c'est dans quelques jours. Le deuxième programme est le Compute for Climate Fellowship. C'est un programme qu'on a lancé avec un centre de recherche en IA de l'UNESCO. Et il est dédié à des startups de toute maturité confondue qui ont des besoins intensifs en compute et en machine learning. Et on va financer la totalité de ce POC sur ces technologies-là, sur AWS. Et vous avez accès à des mentors à la fois de l'UNESCO et d'AWS sur les sujets compute, machine learning, mais aussi éthique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 mai. On a parlé aussi de jeux de données. Rappelez-vous la problématique de notre entrepreneuse biodiversité. Vous avez accès notamment à une initiative qui s'appelle l'Amazon Sustainability Data Initiative, qui en fait met à disposition des jeux de données de développement durable qui peuvent aller du climat à la biodiversité en passant par l'eau. Et on travaille notamment avec des acteurs du milieu comme la NASA pour alimenter cette base de données avec des imageries satellites, etc. Et si vous souhaitez faire de la R&D avec ces données, vous pouvez même postuler pour des bourses. Et enfin, la partie développement commercial. Donc on a plusieurs moyens pour vous aider à développer votre go-to-market avec AWS en tant que partenaire. Le premier est peut-être la marketplace AWS, que vous connaissez peut-être, qui permet aux solutions logicielles de vendre leurs solutions à tous nos clients dans le monde. Et il y a une sous-catégorie pour les solutions de développement durable qui gagnent en visibilité auprès de nos clients qui veulent atteindre leur transition net zéro. Et ensuite, il y a le Clean Energy Accelerator, donc, qui adresse des solutions dans l'énergie douce et toutes les solutions d'IA générative appliquées à l'énergie. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la co-innovation et du co-selling avec AWS et avec d'autres clients grands comptes. Par exemple, EDF est un partenaire officiel sur la France. Et pour vous donner un ordre d'idée, rien que l'année dernière, en 2023, la cohorte de start-up, on leur a proposé jusqu'à 77 POC au total. Et on a emmené toute une délégation de start-up à la COP28. Donc là, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 avril. Donc pour ces différents programmes, si vous êtes intéressé, je peux vous référer si pertinent, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous parlais de cette entrepreneuse qu'on a aidée via différents programmes. Ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Regardez ces logos, ils font tous référence à des startups qui construisent leurs solutions sur AWS. Et on peut même aller plus loin en vous disant que 2/3 des licornes Climate Tech en Europe, en Middle East et en Amérique du Nord construisent leurs solutions sur nos services. Ce qui veut dire qu'on a développé une expertise importante sur ces sujets-là, qu'on peut partager des bonnes pratiques avec vous et qu'on peut aussi s'appuyer sur cette communauté pour vous connecter à vos pairs. Et donc, rien de mieux qu'avoir une start-up sur scène pour vous parler de leur expérience. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Artemis, qui est CTO d'Inarix, qui va vous partager leur mission dans le secteur de l'agriculture et vous expliquer un petit peu son parcours avec AWS. Vas-y. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Super, merci Alexandra. Donc, l'agriculture, c'est un domaine qui est face à des défis énormes. Il faut toujours produire plus parce que la population continue d'augmenter. Il faut produire mieux parce que la qualité de la nutrition est essentielle au bien-être. Il faut produire peu cher parce que c'est essentiel à la vie. Et tout ça alors que il faut être de plus en plus respectueux des écosystèmes pour limiter la casse. Et le climat est de plus en plus incertain, il est de plus en plus extrême, et ça met énormément de pression sur le secteur agricole. Pour la plupart des acteurs d'un secteur agricole, l'été, la récolte, c'est le moment où une bataille d'un an porte ses fruits. C'est le moment où toute l'incertitude se résout et on voit ce qui est sorti de tout ce travail. On a récolté et maintenant on a les fruits du labeur. Et il y a énormément d'incertitudes. Et nous, notre travail chez Narix, c'est d'essayer de tirer le meilleur de chaque grain. Une fois que tout ce travail a été fait et que les grains ont été récoltés, comment on s'assure que cette valeur qui a été créée ne se perde pas.
Donc sur ce schéma, on a un peu une sorte de, on va dire, une vue d'esprit de qu'est-ce que c'est qu'une supply chain ou une chaîne de valeur agricole. Et donc en gros, c'est très simple, il y a des centaines de millions de petits producteurs, petits ou moins petits producteurs, qui sont partout, qui font vraiment la production primaire. Et ensuite, on va avoir des acteurs comme des collecteurs, coopératives agricoles ou traders, et des transformateurs. Et donc en gros, les petits producteurs vont envoyer leurs lots à des collecteurs qui vont rassembler les lots et faire des lots homogènes, qui vont ensuite les vendre à des transformateurs qui vont transformer le blé en farine, par exemple, pour faire du pain, de l'orge en malt pour faire de la bière, ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, la qualité de la production, c'est-à-dire pas juste combien de tonnes j'ai produit, mais est-ce que c'est de la top qualité, de la moins bonne qualité, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec, etc. Elle est mesurée très tard dans cette chaîne de valeur. Elle est mesurée parfois que chez le transformateur, elle est parfois mesurée chez le collecteur et très rarement chez l'agriculteur. Et donc toutes les décisions logistiques, elles se font à l'aveugle, elles se font au jugé, elles se font voilà, avec les moyens du bord. Et donc nous, notre mission, c'est de transformer les smartphones en laboratoire de poche pour permettre une qualification le plus tôt dans la chaîne de valeur et du coup prendre des décisions au plus tôt et au mieux. Envoyer le camion voilà, au bon endroit et pas se tromper. Et donc vraiment la vision qu'on veut développer, c'est que dès le champ, on puisse dire ce camion, il a cette valeur, étant donné cette valeur, il faut que je l'envoie à tel endroit et pas à tel autre. Et donc économiser du transport, l'agriculture a énormément de coûts et de pollution dus au transport. C'est aussi s'assurer que des lots qui ne doivent pas être mélangés ne vont pas être mélangés. Il suffit de mettre une benne de mauvais grains dans un silo de bons grains et vous pouvez ruiner la qualité de l'ensemble et donc perdre la valeur. Et puis c'est rémunérer chaque acteur à la valeur de ce qu'il fait. Si on ne mesure pas la qualité de la production chez un agriculteur, on ne peut pas la valoriser, on ne peut pas le payer au meilleur prix. Et donc il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'encouragement à faire mieux. Et donc c'est tout ça qu'on veut faire en utilisant le smartphone comme outil de transformation. Et en fait, aujourd'hui, la qualité, pourquoi elle est faite si tard? C'est parce qu'il faut des machines spécialisées, il faut des laboratoires, il faut vraiment des outils très spécifiques pour mesurer la qualité. Et notre proposition, c'est de transformer ça avec simplement un smartphone. Donc comment ça se présente de manière pratique? Si vous voulez vraiment voir en pratique, on a un stand derrière et on pourra vous faire une démo. Mais globalement, notre produit, c'est Pocket Lab, c'est une application mobile qui tourne sur Android et bientôt iOS. Et les utilisateurs en silo vont prendre une photo du grain de la manière la plus simple. Ce que vous imaginez, il y a du grain, je prends une photo. Voilà. L'image est envoyée dans nos serveurs et c'est là où la magie s'opère. On a des algorithmes de machine learning extrêmement puissants qui vont analyser ces photos pour en déduire un certain nombre de facteurs qualité, la variété, le taux de protéines, la présence de grains cassés, de grains variés. Il y a tout un paquet de critères qui dépendent évidemment des commodités agricoles et rendre cette information disponible immédiatement pour une prise de décision sur le terrain. Et donc c'est ça qui change la donne et c'est une révolution par rapport au fait d'avoir une machine, d'avoir un laboratoire. Juste avec un smartphone, on a beaucoup de clients qui trouvent ça magique et qui peuvent être même surpris voilà. Mais c'est possible. Et c'est possible, donc l'expérience utilisateur est extrêmement simple, mais la réalité c'est que le travail de machine learning et d'orchestration dans le cloud est extrêmement compliqué pour fournir une expérience utilisateur qui est extrêmement simple. Ok. Donc, en tant que Inarix, c'est vraiment beaucoup de techno et on a un peu deux aspects. D'un côté, on est une deep tech et donc on doit itérer énormément. Le machine learning, c'est quelque chose qui avance à une vitesse phénoménale et on est toujours à l'affût. On teste toutes les nouvelles technos, les nouveaux algos, on lit les papiers, on les implémente, donc on doit être très souple, très itératif et du coup extrêmement agile et du coup ça conditionne ce qu'on construit. Pour tout ce qui n'est pas, on va dire, le core, donc vraiment le machine learning, les choses clés, on va utiliser ce qui est standard et AWS est très bien parce qu'ils ont une librairie d'outils standards sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas réinventer la roue tous les jours. À la fois, si vous avez bien compris, ce que nous on veut faire, c'est révolutionner la mesure qualité pour la plupart des commodités agricoles. Et chaque pays cultive des choses différentes. Chaque culture a des besoins de qualification différents. Parfois, l'agriculteur, le collecteur et le transformateur ne regardent pas les mêmes critères. Et donc, c'est autant de modèles différents, de réponses possibles, de questions possibles qu'on veut poser au grain.
Et donc, plutôt que de faire des modèles un par un, où on va faire un modèle pour ça, un modèle pour ça, un modèle pour ça, et devoir les maintenir et rendre la chose ingérable, depuis le début, on est vraiment parti sur la construction de foundational models, donc des modèles multi-critères, entre guillemets, et multi-espèces, qui vont régler les problèmes les plus difficiles de machine learning, qui sont de prendre une image de grain et en faire quelque chose qui a du sens, une fois pour tous, et après raffiner critère par critère. Et de la même manière, on construit un bloc software qui est hyper générique, parce qu'on travaille dans plusieurs pays, les langues, c'est pas les mêmes, les besoins sont presque les mêmes, mais pas tout à fait. Et donc, il faut que tout ça, ce soit de la configuration et pas du code custom pour pas perdre en vélocité et pas mourir parce qu'on n'arrive plus à explorer. Et donc ça, c'est la partie vraiment startup, deep tech, on explore, on y va. Mais la réalité, c'est que on est aussi déjà un acteur industriel. Aujourd'hui, Inarix est utilisé pour mesurer des millions de tonnes de production en France et dans une dizaine de pays. Et nos clients, voilà, ils se reposent sur nous, ils ont besoin de nous. Et donc, il y a des difficultés qui viennent du fait qu'on est en production. Et donc, on doit être très agile d'un côté et en même temps très robuste sur ce qu'on livre. Une autre difficulté, c'est que l'agriculture, c'est un secteur où tout change tout le temps. Chaque année, chaque terroir, chaque grain, même chaque semaine, il y a un événement météo, le grain change. Et donc, on n'est pas sur des modèles statiques, on les traîne tranquillement pendant l'année. Non, c'est vraiment, on doit retrain en temps réel, pendant la récolte, déployer, valider. Donc, c'est techniquement très, très pointu. Et à la fois, comme je vous disais, la demande, voilà, c'est des industriels, ils nous attendent. Il y a des lignes de camions devant chez eux. Si l'app ne fonctionne pas, les conséquences, elles sont immédiates. Et donc, on a ces deux charges qu'on doit compenser. Et c'est là où je vous disais, pour toute cette partie aussi production, pouvoir, dès le début, on est cloud native, mais voilà, s'appuyer sur des services cloud comme ceux que je vous ai mis ici, c'est la manière la plus simple de sécuriser la qualité, d'être sûr de ce qu'on fait pour nos clients et pour nous. Donc, pour revenir un petit peu, donc nous, on est membre de AWS Activate et depuis le début. Et donc, les choses un peu sur notre retour d'expérience, la première chose, c'est que on est rentré dans ce club au tout début, avant même qu'on ait un product market fit total ou un produit, et ça nous donne beaucoup d'aide. Ça nous donne de l'aide, évidemment, financièrement, les crédits, ça nous permet d'explorer vite et de ne pas se poser la question combien ça va me coûter tout de suite, de tester si ça marche et après voir pour optimiser. D'être en relation avec des experts, il y a beaucoup de produits, savoir lesquels choisir, comment les configurer, etc. Le support premium, on ne l'aurait pas acheté, je le recommande à toutes les startups. Franchement, dès que vous avez de la production, ce truc, c'est indispensable. Quand vous êtes dans la merde, vous les appelez, ça vous sauve la vie. Et aussi pour tester des nouveaux produits. Donc nous, on a des workloads de ML très spécifiques. Par exemple, on utilise des fichiers de grains. On a la plus grande base de données de grains au monde. Et c'est des tout petits fichiers. Et on en a vraiment une quantité stratosphérique. Et pour faire nos trainings, on doit saturer nos GPU avec ces images. Et c'est quelque chose où les produits actuels ne marchaient pas très bien. Et on a pu tester dès la sortie, par exemple, S3 Express. Et ça nous a permis de débloquer des choses. Donc ça aussi, être à l'affût des nouveaux produits, c'est top. Et donc voilà, pour nous, les prochaines étapes, donc c'est l'expansion internationale. On est maintenant dans 10 pays et le fondateur est à Chicago. Voilà, c'est surtout préparer les levées de fonds, être mis en relation avec des corpos. Donc c'est plus cette partie-là maintenant qui est au cœur de notre échange avec AWS. Merci beaucoup. Merci beaucoup Artemis pour ce témoignage, toujours un plaisir de vous accompagner. Et donc maintenant, on va donc passer à la deuxième startup. Donc j'invite sur scène Benoît, CEO de Fairbricks, Grégory, ingénieur en fluide mécanique, qui vont vous partager comment ils révolutionnent l'industrie textile et l'accompagnement d'AWS derrière. Je vous en prie. Merci. À Fairbricks, on a développé une plateforme pour transformer le CO2 en produit à forte valeur ajoutée. Et on a décidé de s'attaquer en premier à l'industrie textile parce que c'est une industrie qui est énormément polluante. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les habits que vous achetez chaque année ont plus d'impact sur le climat que les avions que vous prenez. Et quand on regarde d'où viennent les émissions, c'est principalement des matières premières et tout particulièrement du polyester. Pas parce que c'est la matière la plus polluante, mais parce que c'est la matière la plus utilisée de loin. Aujourd'hui, plus de 60% des habits qu'on achète sont faits de polyester. Et en même temps, il y a beaucoup d'industries telles que la cimenterie, la pétrochimie ou la sidérurgie qui sont très dures à décarboner, même avec de l'électrification. Et pour elles, être carbone neutre, ça va vouloir dire capturer du CO2.
Donc ce qu'on fait à Fabrics, c'est qu'on capture du CO2 industriel et on le recycle en produit à forte valeur ajoutée. Donc ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est beaucoup plus durable. On utilise comme matière première un déchet toxique au lieu d'utiliser des matières pétrosourcées. Notre technologie qui est unique par sa sélectivité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la valorisation du CO2, mais le problème auquel ils font face en général, c'est qu'ils obtiennent beaucoup de molécules et c'est cher de les séparer et c'est cher de les valoriser. Nous, on n'a pas ce problème à Fabrics. On produit que la molécule que l'on veut. Et enfin, le dernier gros avantage, c'est qu'on produit une matière qui est identique à ce qui est utilisé aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que nos clients adorent, parce que la chaîne de production est très lourde et c'est très compliqué d'introduire des nouveaux matériaux. Donc, ça fait 5 ans qu'on existe. La technologie a été créée par mon cofondateur, Taoufik. Lui, il travaille sur la valorisation du CO2 depuis 10 ans. Et il a fait une thèse au CEA sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on finit la phase labo. Donc, on a optimisé notre procédé. On a fait 8 brevets sur notre procédé. Et on a trouvé des partenaires commerciaux. On a la chance d'être accompagné par des grandes marques du domaine textile, telles que H&M, Aigle ou On. Et là, notre objectif principal, c'est de construire un pilote qui est en cours de construction en Belgique pour faire sortir la technologie du laboratoire et la porter de l'échelle du kilogramme à l'échelle de la tonne. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 20 personnes, très techniques. On a quasiment que des profils PhDs et ingénieurs. Après avoir industrialisé le projet, le polyester, on a plein d'autres produits dans le pipeline parce que la plateforme qu'on développe, elle peut être appliquée à d'autres produits. Et c'est dans ce cadre-là que Greg a beaucoup travaillé avec AWS pour développer un concept d'électrolyseur. Merci Benoît. Donc, comme Benoît le disait, moi j'interviens sur la toute première étape du procédé Fabrics qui consiste à utiliser le CO2, le mélanger avec de l'eau, faire circuler tout ça dans un électrolyseur. Donc l'électrolyseur, c'est un appareil qui permet avec l'électricité de faire des réactions chimiques. Et donc ce CO2, ce dioxyde de carbone, est transformé en monoxyde de carbone. Et bien entendu, les performances de l'électrolyseur dépendent de la gestion des fluides que l'on a dans l'électrolyseur. Et donc pour ça, moi j'ai rejoint Fabrics en 2022 pour faire une première étape de simulation numérique en mécanique des fluides. Donc la première année, ça a consisté à déterminer quel code de simulation on allait utiliser, quel modèle on allait utiliser, comment les mettre au point, définir un peu les best practices et commencer à faire de la validation sur des géométries simples et petit à petit travailler sur notre électrolyseur. Donc tout ça, je l'ai fait avec une station de travail. Et très rapidement, j'ai été limité par les performances de ma machine. Donc en 2023, on a eu l'opportunité de rejoindre le programme Activate proposé par AWS, ce qui nous a permis d'obtenir 100 000 $ de crédit pour faire essentiellement du HPC, du calcul aux performances. Amazon nous a mis à disposition via les instances EC2 des processeurs pour faire les calculs, notamment les gravitons sur lesquels je vais revenir. Et nous a aussi mis en contact avec des partenaires, dont UCIT, qui nous a permis de définir en termes techniques notre besoin et aussi le faire évoluer à mesure que l'on avançait dans la R&D. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, quand j'ai commencé à travailler, une simulation, ça durait à peu près 27 heures. Quand j'ai commencé à travailler avec AWS, avec à peu près le même nombre de cœurs, en utilisant les HPC6, ce temps est tombé à 17 heures, ce qui devient déjà plus intéressant. On est à moins d'une journée de restitution, c'est plutôt pas mal. Et en passant sur les HPC7, donc les gravitons, on est tombé à 13 heures de calcul. Donc sur une demi-journée, j'étais capable d'avoir la réponse à ma question et donc d'avancer dans mon développement. En plus de ça, sur ma station de travail, je pouvais lancer 3 simulations en parallèle, là où, avec les clusters mis à disposition par AWS et montés par UCIT, on pouvait lancer jusqu'à 15 simulations en parallèle. Et là, bien évidemment, en réduisant drastiquement notre temps de calcul, ça a permis d'accélérer le développement. Et les quelques 150 simulations que j'ai lancées pour faire un premier dimensionnement, au lieu d'avoir des résultats que je récupérais au compte-gouttes sur des mois, j'ai été capable de les avoir en seulement quelques jours. Donc ça nous a permis de donner un énorme coup d'accélérateur au développement de la techno sur laquelle je travaille. Et pour challenger un peu tout ça, on a décidé avec les gens d'AWS et avec les gens de UCIT d'aller un peu plus loin. Et on s'est dit, comment on pourrait utiliser
encore mieux les instances gravitons. Parce que, vous le voyez, les gravitons nous permettent quand même de diviser par 2 le temps de calcul. À ça, il faut ajouter qu'économiquement, ils sont un petit peu moins chers, ce qui est toujours intéressant pour nous, sachant que le HPC, c'est qu'une toute petite part de ce que l'on fait chez Fairbricks. Mais il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant, c'est le côté assez peu énergivore des instances gravitons. Et pour une start-up qui travaille justement à décarboner l'industrie, utiliser des moyens qui sont un peu moins, qui ont une empreinte carbone un peu moindre, ça c'est intéressant pour nous, ça nous parle. Donc ce que l'on a fait, c'est que, encore une fois, on a travaillé avec les gens d'AWS, on a travaillé avec les gens de UCIT, ils m'ont mis à disposition un assez gros cluster de gravitons. Et comme ça, j'ai été capable de réaliser une simulation sur ce qui pourrait être l'électrolyseur dans sa totalité. Donc ça a été un gros calcul. On a appris pas mal de choses, notamment que ça pouvait marcher. Donc, à partir de là, ce que l'on a fait, c'est qu'on est passé à la phase conception des différentes pièces de l'électrolyseur, prototypage avec les moyens internes des différentes pièces de l'électrolyseur, et on a poussé ça jusqu'à la validation dans notre laboratoire. Donc cet petit objet là-haut, c'est notre électrolyseur qui repose sur une technologie qui est la nôtre, qui est brevetée et qui nous permet de transformer le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone pour ensuite, in fine, comme le disait Benoît, le transformer en produit chimique à haute valeur ajoutée. Donc, ce que l'on retient de l'expérience avec AWS, c'est qu'on a pu faire nos simulations, on a pu vraiment accélérer le développement de la technologie. Je vous rappelle qu'on est passé de l'idée au démonstrateur en seulement 1 an, ce qui est quand même assez frappant. Donc bien évidemment, la grosse simulation qu'on a pu analyser a montré pas mal de défauts. Donc là aujourd'hui, moi personnellement, je m'attache à venir améliorer le dessin, venir corriger les petits problèmes de gestion des fluides que j'ai pu rencontrer, et de fil en aiguille avoir d'autres prototypes. Un autre aspect important, c'est que là, tout ce que j'ai fait, c'est à l'échelle laboratoire. Donc il faut imaginer un objet qui est tout petit. Si on veut passer à une production industrielle, il va falloir le faire grandir. Et là encore, ça veut dire de nouvelles simulations, de nouveaux moyens. Et il y a fort à parier qu'avec AWS, on puisse avancer assez rapidement sur ce sujet. Enfin, un dernier aspect, c'est que, comme le disait Benoît, cette technologie, aujourd'hui, on l'utilise pour travailler le CO2. Mais à l'avenir, rien ne nous empêche de le tester sur d'autres sujets d'actualité qui pourraient être intéressants. Merci. Un grand merci à Benoît et à Grégory pour leur partage d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Du coup, qu'est-ce que vous allez retirer de cette session? Si vous souhaitez justement bénéficier du même accompagnement que Fairbricks ou Inarix ou les différentes ressources que j'ai mentionnées en début de session, vous pouvez en parler à votre chargé de compte. Si vous n'êtes pas encore client AWS, je vous invite à vous rendre au stand Ask un expert et on vous orientera vers la bonne personne. Ou tout simplement, vous pouvez me contacter également sur LinkedIn où mon email est ici présent. Je vous invite également à scanner le QR code pour nous partager votre retour d'expérience. On adore les feedbacks pour améliorer de plus en plus nos sessions et voir si on réplique l'année prochaine. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une excellente journée.